Après plus d'une année de fermeture de frontières entre la RDC et l'Angola au niveau de Kananga, on note l'ouverture de cette frontière depuis le samedi 16 juillet dernier. Bon début de semaine à vous, aimables téléspectateurs. Bienvenue à ces programmes informatifs à la une de ce jour. Lors de son point de presse, Jean-Marc Kabunda revendique la création et la mise en œuvre de l'Union sacrée de la nation. Pour lui, Félix Tshisekedi ne maîtrise pas la notion d'État. Tout ce qui reste, c'est de tourner rapidement la page Félix Tshisekedi à la présidence de la RDC. Début des épreuves d'examen d'État, édition 2021-2022, c'est lundi 18 juillet sur toute l'étendue nationale. Le coup d'envoi a été donné à partir de Colosi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Une brèche est peut-être ouverte pour le groupe terroriste 1-23 pour rejoindre le processus de Nairobi, si et seulement s'il procède au dépôt immédiat des armes et s'est retiré de positions occupées actuellement en zone frontalière avec la RDC. Une fois de plus, bienvenue. Débutons ce journal par le retour de la délégation congolaise dépêchée par Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État en Ouganda, pour discuter sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC après sa mission en Ouganda. La délégation congolaise a fait part au chef de l'État de l'entretien avec le président ougandais Yoweri Museveni ou président Félix-Antoine Tshisekedi à la cité de l'Union africaine. Selon leur résolution, le M23 peut rejoindre le processus de Nairobi si et seulement s'il déposait les armes immédiatement et s'est retiré de positions occupées actuellement en zone frontalière. C'est ce qu'indique le ministre d'État et ministre des Infrastructures, Travaux publics, Alexis Gisaro. Suivez. Notre pays actuellement est victime d'une agression par une force terroriste qui est le M23. C'est dans le cadre de la résolution de cette crise que le président Museveni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont emmenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par son homologue, le président Museveni. Au cours de cet entretien, nous avons rappelé la position de la République démocratique du Congo dans cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi, parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bunagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé le dimanche 17 juillet dernier en Zambie à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Cette réunion statutaire qui réunit le chef d'État qui préside la communauté sous-régionale pour procéder à une évaluation du processus de leur intégration. C'est ce qui reste un idéal de l'Union africaine. Voici les commentaires de Keren Messou. Arrivé samedi 16 juillet dans la soirée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a pris part dimanche 17 juillet aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux. S'exprimant à cette occasion, le président zambien Hichilema a souligné que le thème choisi pour cette réunion interpelle les pays africains à réfléchir profondément sur la nécessité de transformer leur potentiel agricole collectif pour assurer l'approvisionnement de produits alimentaires au continent et au-delà. Les thèmes choisis pour ces conclaves est renforcer la résilience en matière de nutrition sur les continents africains, accélérer les développements socio-économiques du capital humain.
Il suit de rappeler que la cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence notamment du président sénégalais Macky Sall. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, encore deux événements malheureux causés par deux attaques de rebelles ADF en Ituri, dans la localité de Bogoro sur le territoire d'Irumu, où 5 personnes ont été tuées et quelques maisons incendiées dans ces doubles actions de sabotage attribuées aux ADF depuis le samedi 16 juillet dernier dans le village de Epanda au centre d'Otamabe. Suivez. 5 personnes ont été tuées et quelques maisons incendiées, c'est le bilan provisoire causé par les rebelles des ADF. En effet, des attaques des présumés ADF à la localité de Bogoro, dans le territoire d'Irumu, au village de Panza et au centre d'Otomaber, dans le sud du territoire de l'Uturi. D'après certaines sources, la première attaque a eu lieu dans la soirée du vendredi 15 juillet dernier, à laquelle un groupe de rebelles des ADF a fait incursion dans le village des Panza, où ils ont directement lancé des hostilités contre une position de FARDC. Et ils ont en même temps commis des exactions contre des civils. Ils ont tiré plusieurs coups de feu pour terroriser la population en vue de procéder au pillage de leurs biens. Selon l'ONG CRDH, ces rebelles ont tué 3 personnes d'autres dans leur propre domicile par des fusils et des armes blanches. Et quant à la deuxième attaque, elle a eu lieu le samedi 16 juillet dernier dans la matinée au centre d'Otomaber, où des civils ont perdu la vie, selon la source sécuritaire. Ici de noter que parmi les victimes figure un présumé collaborateur de ce rebelle qui a été neutralisé par l'armée congolaise. L'actualité, c'est aussi le point de presse de Jean-Marc Kabunda après 4 mois dès son départ au parti présidentiel UDPS. Jean-Marc Kabunda préconise déjà de tourner la page. Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo en 2023. Cet ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale revendique la création de l'Union sacrée de la nation et regrette d'avoir soutenu la candidature de Félix Tshisekedi à la présidence. Suivez. Devant le chevalier de la plume, l'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais a dénoncé l'incompétence du régime en place, notamment dans les dossiers RAM qu'il qualifie d'escroquerie d'État, fustigée par le peuple et l'Assemblée nationale. D'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. L'ex-président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social considère Félix Tshisekedi comme danger au sommet de l'État et il invite le peuple congolais à la vigilance car selon lui, le président de la République prépare un glissement du calendrier électoral et une fraude massive aux prochaines élections. Par la même occasion, le leader de la circonscription électorale de Mouamba a lancé son parti politique, l'Alliance pour le changement, dont l'autorisation n'a pas encore été finie 34 jours après les démarches administratives au niveau du ministère de l'Intérieur. De créer un parti politique, ce n'est ni un parti de mallette, moins encore un parti qui accompagnera XY. C'est un parti qui a vocation, d'abord un parti qui est créé sur base d'une vision claire, d'un ancien opposant qui a été au pouvoir, qui redevient opposant avec toutes les expériences possibles de l'opposition et de la gestion. Rappelons que Jean-Marc Kabunda a été radié de son parti politique, l'UDPS, après avoir connu des tractations avec la garde républicaine. Après sa démission au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'homme que l'UDPS appelait gardien du temple garde son siège au Parlement et il est membre de la commission politique, administrative et juridique. C'est ce lundi 18 juillet qu'a débuté les épreuves d'examen d'État édition 2021-2022. Le coup d'envoi a été donné à partir de Kolwezi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Dans l'ensemble, ces épreuves se sont déroulées sans incident majeur, mais avec quelques problèmes d'organisation avec l'arrivée tardive des items. C'est ce qu'affirment certains élèves ayant passé leurs examens au centre collège Saint-Joseph.
C'est ce lundi 18 juillet qu'a débuté la session des examens d'État édition 2021-2022. L'ego a été donné par le ministre de l'EPST Tony Mwaba depuis la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. En effet, ces épreuves offrent aux élèves la possibilité de prouver qu'ils sont aptes à rejoindre le monde du travail et de se prendre en charge après les études. Nous avons visité le centre Saint-Joseph Elikia dans la commune de la Gombe, où certains élèves finalistes ont soulevé le bon déroulement de ces épreuves. C'est comme je m'attendais, parce que avant de faire ces épreuves, il y a souvent des gens qui disent c'est dur, et puis d'autres, faut pas avoir peur, faut pas stresser, mais je suis venue, j'ai passé mes examens, grâce à Dieu ça s'est bien passé. Pendant l'examen, il y a 2 surveillants dans la salle, qui surveillent, l'un est devant et puis l'autre derrière, et puis ils distribuent les items, et puis quand tu finis, ils te demandent le macaron pour le signer à la fin. Aujourd'hui on avait fait la culture générale, on s'était bien préparé pour ça, on pense que demain encore on peut faire encore le mieux. Le manque de quelques items a été constaté par d'autres. Souvent tendance à nous faire peur en fait, mais ça n'a pas été vraiment quelque chose de trop difficile. Juste que quelques insuffisances des items peut-être. Pour le côté négatif, je n'ai pas vraiment remarqué quelque chose de grave, hein, parce que l'ambiance était bien, les professeurs étaient là pour surveiller les enfants en fait. Ça a été un peu difficile, je peux dire même 4 questions, mais la majorité, on a bien travaillé. Signalons que 924 138 candidats, dont 918 620 du cycle long et 5 518 du cycle court, répartis dans 2653 participent aux épreuves de la session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Débuté ce lundi 18 juillet, l'exéta prendra fin le jeudi 21 juillet prochain. En justice, parlons de la Cour pénale internationale. Pourquoi a-t-elle été créée? Quelles sont ses compétences et aussi comment fonctionne-t-elle? Tentative de réponse avec Patrick John Mukengeshai. Créée depuis le 17 juillet 1998 par la Convention de Rome, la Cour pénale internationale est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale en vertu de son statut. La Cour pénale internationale, CPI, a le regard sur les crimes de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression. La CPI a été créée suite à des millions d'enfants, de femmes et des hommes qui ont été victimes d'atrocités qui défient l'immigration et heurtent profondément la conscience humaine, reconnaissant que ces crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. La Cour pénale internationale a pour l'un des objectifs mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes et à recourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes. Elle se réfère aux crimes les plus graves qui touchent à l'ensemble de la communauté internationale. La CPI vise également à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en œuvre. Notez que la Cour pénale internationale, en tant qu'institution permanente, et qui peut exercer sa compétence à l'égard de personnes pour le crime le plus grave et il y a une portée internationale. Elle est complémentaire face aux juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions qui sont dans son statut. Avec son siège à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale est liée aux nationaux. Avec son siège à La Haye, aux Pays-Bas, il faut noter que la Journée internationale de la justice pénale était célébrée le dimanche 17 juillet dernier à travers le monde. Par ailleurs, la Cour pénale internationale reste impartiale dans sa manière de dire la justice face aux crimes d'agression et aux crimes de guerre. Selon Maître Raymond Kandé, le silence de cette institution internationale face aux crimes commis par l'agresseur du Congo inquiète. Pour cet avocat, la Cour pénale internationale doit remplir pleinement sa mission. Raymond Kandé a été interrogé par Patrick John Mukengeshai. La Cour pénale poursuit le pays où les gens qui font la crime contre l'humanité, génocide, la guerre ainsi que l'agression. Et par rapport à tout ça, j'avais vu l'un de mes scènes, l'un des grands politiciens de notre pays, il était poursuivi pour la crime de guerre, entre autres, je cite son nom, Jean-Pierre Bemba Gombo, le sénateur à vie.
Et Jean-Pierre Bemba était en détention pendant plusieurs années. Vous avez suivi tous le procès. Mais ce qui est écœureux chez nous ici en République démocratique du Congo, nous le disons avec une énergie parce que là, ça devient une problématique pour nous. La Cour pénale internationale, le Rwanda, notre voisin, le Rwanda nous agresse, ça fait plusieurs années. Et pourquoi les responsables de ces génocides ne sont pas été interpellés? Et c'est à partir de là que nous disons la Cour pénale internationale, elle est impartiale parce qu'il y a des faits qui sont établis à la charge de Rwanda. Quand bien même nous dénonçons, vous avez entendu dans de multiples émissions politiques, et même nos voyants soldats qui sont là, ils ne cessent de nous dire que c'est le Rwanda qui nous menace. Mais là, on ne voit aucune action contre le Rwanda. Mesdames et messieurs, sachez que le 18 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de Nelson Mandela en honneur du travail abattu par ses premiers présidents noirs en Afrique du Sud. Le peuple africain et du monde sont appelés à consacrer 67 minutes de leur temps pour aider les autres. Les détails dans ces récits. Connu sous le nom anglais Mandela Day, le 18 juillet est considéré comme une journée du militantisme dans le monde entier en honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et la liberté. Cette célébration a été initiée par l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 2019. Cette date coïncide avec celle de la naissance de Nelson Mandela. En ce jour, le commun des mortels est invité à consacrer 67 minutes de son temps pour aider les autres et les biens publics. C'est en souvenir des 67 ans de militantisme du vieux leader sud-africain. L'on note que Nelson Mandela est né du clan Madiba le 18 juillet 1918 en Vezo, en République d'Afrique du Sud. Ce leader du Parti communiste sud-africain est le premier président noir du 10 mai 1994 au 14 juin 1999. En succédant à l'anglais Frédéric Willem de Klerk, Nelson Rolihlahla Mandela fut l'un des dirigeants historiques africains de la lutte contre les systèmes politiques institutionnels de ségrégation raciale avant de son accession au pouvoir. Décédé le 5 décembre 2013 suite à des infections respiratoires, le monde entier célèbre l'Afrique à travers Nelson Mandela. Dans la page internationale, abordons à présent le conflit russo-ukrainien où une centrale nucléaire transformée en base militaire russe où de missiles sont tirés au pied de réacteurs. L'on y trouve de chars, de véhicules blindés, de camions chargés d'armement, mais encore de certains explosifs qui restent en permanence sur le site de la dite centrale nucléaire dénommée Zaporizhzhia, située au sud de l'Ukraine. Retrouvez ces commentaires de Corinne Kadolo. Des chars, des véhicules blindés, des camions chargés d'armement et d'explosifs se trouvent en permanence sur le site de la dite centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. En effet, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas prête de finir, car chaque jour est synonyme d'une nouvelle stratégie d'attaque, tel est le cas de ces centrales nucléaires qui est transformée en base militaire russe où des missiles y sont tirés au pied de réacteurs de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. Par contre, l'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir déployé sur le site des lanceurs de missiles et d'avoir procédé à des tirs sur le territoire de Nikopol, situé à 80 km au sud-ouest de Zaporizhzhia. Signalons que, dans la nuit de vendredi à samedi 16 juillet dernier, l'opérateur ukrainien de l'énergie nucléaire a accusé l'armée russe d'avoir déployé des lanceurs de missiles sur le site de la dite centrale. Signalons que, dans la nuit de vendredi à samedi 16 juillet dernier, l'opérateur ukrainien de l'énergie nucléaire a accusé l'armée russe d'avoir déployé des lanceurs de missiles sur le site de la dite centrale de Zaporizhzhia, afin de tirer notamment sur les régions de Nipod et de Nikopol, des secteurs où de frappes meurtrières ont été signalées dans la nuit de vendredi et du samedi matin. Parlons aussi de la crash d'un avion Antonov au nord de la Grèce le 16 juillet dernier. On parle de 8 morts. Cet appareil transportait environ 11 tonnes d'armement s'est écrasé à Poléochori. La défaillance de moteur serait à la base de cet accident. Suivez. L'avion cargo transportant environ 11 tonnes d'armement, notamment des mines de mortier éclairantes à destination du Bangladesh,
a connu un atterrissage forcé samedi dernier près de Paléochori Kavalas dans le nord de la Grèce. En effet, des témoins ont vu l'avion en feu et attendu des explosions. Selon les autorités locales, 7 véhicules des pompiers ont été déployés sur les lieux du crash, mais sans pouvoir approcher de l'appareil qui continuait d'être secoué par des explosions. Les secours sur place ont dû être hospitalisés suite à des graves intoxications respiratoires. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères aurait confirmé l'identité de victimes toutes ukrainiennes. La cause préliminaire de l'accident serait la défaillance de l'un des moteurs. Signalons que cet avion a décollé de l'aéroport de Nice dans le sud de la Serbie. Au total, 8 morts, aucun survivant. Des experts de l'armée et de la Commission grecque de l'énergie atomique devraient utiliser les drones pour s'approcher de l'épave par crainte de la toxicité de sa cargaison inconnue. En raison des émanations toxiques, les habitants proches du lieu de l'accident ont été priés de ne pas sortir de chez eux et de garder les fenêtres fermées. Plus de 1400 hectares de forêt détruits en Espagne le week-end dernier près de la frontière avec le Portugal. La cause principale serait le changement climatique. Le commentaire est de Jovine Binga. Dans le sud de l'Europe, d'énormes colonnes de feu s'emparent de forêts, menacent le village et leurs habitants. Attissés par des températures caniculaires et des vents violents, plusieurs centaines d'incendies sont toujours actifs. En Espagne, plus de 4000 hectares ont été détruits le week-end dernier près de la frontière avec le Portugal. Par prévention, des villages ont été évacués suite à des départs incendies. En effet, la vague de chaleur est responsable de feux de forêt dévastateurs. Selon les prévisionnistes, plusieurs records de températures pourraient tomber ces prochains jours dans certains pays. Dans le sud-ouest de la France, la mobilisation des pompiers ne faiblit pas pour stopper les incendies, particulièrement en Gironde où plus de 1000 hectares de forêt sont partis en fumée depuis mardi. Les températures pourraient atteindre 40 degrés Celsius localement. Au Portugal, les feux ont ravagé environ 13 500 hectares. Un pic de température de 46,3 degrés Celsius a été enregistré. En moins 3500 hectares brûlés en Grèce et au Royaume-Uni, l'Agence météorologique nationale a émis la toute première alerte rouge pour chaleur extrême mettant en garde contre un risque pour la vie. Confronté à l'intense vague de chaleur qui traverse l'Europe et qui fait exploser le mercure depuis près d'une semaine, l'Espagne a comptabilisé plus de 120 décès. Comme chaque été, la multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du dérèglement climatique. Ils vont s'accentuer et devenir la norme si rien ne change. Sport pour finir, on parle de la publication de la liste de joueurs de Léopard A' de la RDC. Élimination CHAN Algérie 2022, les Léopards A' joueront 2 matchs amicaux contre le Congo-Brazzaville. Les hommes de Tissungoma se sont entraînés le 17 juillet dernier après quelques tests médicaux. Les détails et commentaires dans cet élément. 44 joueurs sont convoqués pour la double confrontation en amical international contre la sélection nationale A' de la République du Congo le 27 et le 31 juillet prochain. Ces matchs visent les préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations qui se jouera cette année en Algérie. Les Léopards locaux vont affronter leurs homologues du Tchad le 24 août prochain au Cameroun et le 4 septembre à Kinshasa. Un match comptant pour les éliminatoires de cette énième édition des CHAN. La journée du dimanche 17 juillet était caractérisée par les rassemblements des athlètes et la prise en charge par les staffs médicaux pour les différents tests médicaux. Ensuite, les hommes du technicien congolais Otis Ngomakondi se sont entraînés au stade des Martyrs le même jour. L'on note que cette convocation comprend 4 gardiens de but, 16 défenseurs, 11 médiateurs et 13 attaquants venus de différents clubs évoluant au niveau national. Ce journal arrive à son terme. Vous étiez très nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Avant de nous quitter, retenez les principaux titres. Lors de son point de presse, Jean-Marc Kabunda revendique la création et la mise en œuvre de l'Union sacrée de la nation. Pour lui, Félix Tshisekedi ne maîtrise pas la notion d'État. Tout ce qui reste, c'est de tourner rapidement la page Félix Tshisekedi à la présidence de la RDC.
Début des épreuves d'examen d'État édition 2021-2022, c'est lundi 18 juillet sur toute l'étendue nationale. Le coup d'envoi a été donné à partir de Colosi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Une brèche est peut-être ouverte pour le groupe terroriste 123 pour rejoindre le processus de Nairobi, si et seulement s'il procède au dépôt immédiat des armes et s'est retiré de positions occupées actuellement en zone frontalière avec la RDC. Nous disons merci à l'équipe rédactionnelle et technique pour la conjugaison des efforts qui ont abouti à la réalisation de ces majestueux travaux. Merci infiniment pour votre attention renouvelée à Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection. Au revoir.